Après avoir perdu mon emploi, ma mère a refusé de m'héberger, me disant « ce n'est pas une œuvre de charité ». Je me suis relevé et j'ai acheté la maison d'Aix en grave côté. Vous auriez dû voir sa tête quand j'ai déchargé mes meubles. Lorsque j'ai été licencié, je n'ai pas hurlé, ni frappé dans le placo, ni sombré dans un coup de gueule sur TikTok comme la moitié de ma génération semble le faire. Je me suis juste assis dans ma Volvo Break de 2007. Celle avec l'odeur bizarre de la climatisation et une boîte à gants pleine de barres de céréales périmées, fixant le bâtiment dont je venais d'être escorté comme s'il m'avait ghosté après une relation de 2 ans, en raison d'une restructuration. C'est le jargon d'entreprise pour « nous avons trouvé un type moins cher qui porte le même blazer et acquiesce mieux en réunion ». Pas d'indemnité, pas de déjeuner d'adieu, juste un carton blanc, une tape maladroite dans le dos de Brigitte des RH, et le gardien de sécurité le plus indifférent du monde, Kevin, qui ne se souvenait pas de mon nom, mais a clairement apprécié de scanner mon badge. Le carton reposait sur le siège passager comme s'il me jugeait. Une triste petite collection de ma carrière. 2 carnets, une plante grasse à moitié morte nommée Marcel, et une tasse fantaisie qui disait « Ctrl plus Alt plus Supre mon âme ». L'anse s'était fissurée il y a des mois, mais je continuais de l'utiliser comme un signe avant-coureur. Je regardais le parking, qui était presque vide à l'exception d'un caddie solitaire et d'un pigeon qui harcelait agressivement une frite éventée. C'était un décor étrangement poétique pour mon effondrement professionnel. Puis, comme un idiot, j'ai fait ce que tout homme adulte désespéré et légèrement paniqué ferait. J'ai appelé ma mère. Théo, répondit-elle, suspicieuse dès la première syllabe. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Maintenant? Comme si j'avais fait une habitude de m'effondrer dramatiquement dans le désastre personnel. Comme si je l'avais appelé la semaine dernière en disant « Salut maman ». Je me suis empalé avec ma propre estime de soi. Tu as de la gaz chez toi. J'ai essayé de rester calme. J'ai perdu mon emploi. Licenciement. Toute la division a disparu. Elle ne dit rien au début. Juste le léger son d'une cuillère qui cliquetait contre de la céramique et du porridge probablement. Quoi? Fit-elle avec un bruit de gorge. Quelque chose de douloureusement typique pour quelqu'un qui avait récemment rejoint un groupe appelé « Manifester la clarté de la quarantaine ». Finalement. Oh là là. C'est regrettable. Regrettable comme si j'avais égaré un livre de bibliothèque. Pas comme si je venais de voir ma vie financière passer au mixeur avec mon estime de soi. J'ai inspiré. J'espérais que je pourrais peut-être rester chez toi quelques semaines juste pour me regrouper, me remettre sur pied. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que ces mots. Puis elle me lança une phrase qui se tatouerait à l'intérieur de mon crâne. Ce n'est pas une œuvre de charité, Théo. J'ai cligné des yeux. C'est ta maison. Oui, ma maison. Mon espace, et je me suis habitué au calme, tu sais. La chambre d'amis est ma salle de méditation maintenant. De plus, j'ai ma routine de yoga et j'organise un atelier de kombucha le week-end prochain. J'ai attendu la chute. Il n'y en a pas eu. Tu organises un atelier de kombucha? Ai-je dit platement. Eh bien, co-organise, Carole s'occupe du segment sur le SCOBY. Bien sûr, parce que rien ne crie, tu ne peux pas t'écraser ici, comme une présentation sur la fermentation bactérienne. J'ai forcé un rire. D'accord. Je ne voudrais pas perturber l'emploi du temps du SCOBY. Je pense, continua-t-elle, que cela pourrait être le coup de pouce dont tu as besoin pour vraiment prendre le contrôle de ta vie. Te prendre en main, tu sais. J'ai grincé des dents. Oui, comme une situation où il faut se débrouiller seul. Exactement, dit-elle en gazouillant comme si elle venait de gagner un prix dans une émission de jeu appelée « Déception parentale édition luxe ». Tu es débrouillard. Tu trouveras une solution. Puis elle ajouta, avec tout l'amour maternel d'un distributeur automatique qui crache la mauvaise collation, et peut-être ne le dit pas à tante Danielle. Tu sais comment elle parle. Elle raccrocha avant même que je puisse répondre. J'ai regardé mon téléphone comme s'il venait de m'agresser. Je ne demandais pas un manoir. Je ne demandais pas une caution. Je demandais juste un oreiller et un toit, que quelqu'un me traite comme son enfant à nouveau, même pour une minute. Mais apparemment, tout ce que je faisais, c'était perturber sa quête d'illumination et son fichu kombucha. Bien. Pas une œuvre de charité. Génial.
Je devrais me remettre sur pied ailleurs, je suppose. Mais si elle pensait que c'était la fin de l'histoire, elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Les 2 semaines suivantes sont ce que j'appelle maintenant l'ère de la débrouille. Cela impliquait de dormir à l'arrière de ma Volvo, de me doucher dans une salle de sport ouverte 24h24 dont je n'étais techniquement pas membre, et de manger du beurre de cacahuète directement au pot comme si c'était un made-in d'un restaurant étoilé. J'ai postulé à 47 emplois en 5 jours. Je n'ai même pas filtré par industrie. 1 minute, j'écrivais une lettre de motivation pour un poste junior en UX. La suivante, je me proposais à un crématorium pour animaux comme une personne passionnée qui aimait aussi les chiens. C'était le chaos. Une candidature demandait si j'avais de l'expérience dans la conduite de chariots élévateurs. J'ai cliqué oui, ce n'était pas le cas. Chaque courriel de rejet me frappait un peu plus fort que le précédent. La plupart étaient polis. Certains n'étaient que des fantômes automatisés qui disaient « Merci de votre intérêt », puis disparaissaient comme un mauvais rendez-vous. Une entreprise m'a envoyé un courriel pour me dire qu'ils avaient choisi un candidat qui rayonnait un enthousiasme plus aligné. Qu'est-ce que ça veut dire? Étais-je censé soumettre mon CV dans un bocal éclairé à la bougie avec de l'eau de lune? Chaque nuit, je garais ma voiture dans un quartier résidentiel, entrouvrais la fenêtre juste assez pour respirer, mais pas assez pour laisser entrer les insectes. Et j'essayais de ne pas penser au fait que ma propre mère avait plus de compassion pour les bactéries de son kombucha que pour son fils au chômage. Un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé une amende de 58 € pour stationnement de nuit dans une zone non désignée, glissée sous mon essuie-glace. J'ai regardé le papier comme si c'était une insulte personnelle de l'univers. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Pas de manière effrayante et sensationnelle, juste de cette manière calme et déterminée qui vous fait dire « Bon, ça suffit. Faisons quelque chose ». Je suis allé à un restaurant du coin. Pas parce que j'avais de l'argent à dépenser. Je n'en avais pas, mais parce qu'il y avait le Wi-Fi gratuit et des recharges de café qui frisaient l'illégalité. La serveuse, Colette, avait peut-être 70 ans, portait des chaussures orthopédiques et n'avait aucune patience. Vous commandez de la nourriture ou vous utilisez juste la banquette comme une bibliothèque, demanda-t-elle. Je prendrai la chose la moins chère du menu, ai-je dit. Elle grogna. C'est le toast. Ça vient avec 2 tranches. Le beurre est en supplément. Je vis grandement, ai-je dit, et j'ai tendu mes 5 derniers euros. Par miracle, ce fut le jour où je le vis. Enfoui au bas d'un tableau d'offres d'emploi. Apprenti technicien immobilier. Pratique. Petite menuiserie. Aucune expérience requise. Normalement, j'aurais fait défiler, mais les gens désespérés font des choses étranges, comme acquiescer sérieusement à des descriptions de postes qui impliquent des outils électriques alors que votre plus grande expérience de bricolage est d'assembler mal une chaise IKEA. J'ai cliqué sur « Postuler ». Pas de lettre de motivation. Pas de modification de CV. Juste une panique brute, légèrement grillée. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Théo Dubois, dit une voix. Profonde, calme. Le genre de voix qui savait probablement comment refaire le câblage d'un boîtier électrique sans s'électrocuter. Oui, c'est Roland Bouchard. Je possède les services à domicile Bouchard. Vous avez postulé pour le poste d'apprenti. J'ai failli m'étouffer avec mon toast. Oui. Absolument. Oui. Toujours intéressé. Vous êtes disponible cette semaine? Disponible? J'ai regardé autour de mon studio mobile. Ma voiture. Je suis disponible hier. Il y eut une pause. Alors venez demain à 7 heures. Apportez des bottes. Et juste comme ça, j'avais un emploi. Pas de bureau, pas d'énergie de start-up, pas de table de ping-pong ni de canot Slack rempli de GIFs de Ryan Gosling qui acquiesce. Juste des bottes, des outils et un gars nommé Roland. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. Et les débuts, comme j'allais l'apprendre, sont des choses dangereuses à sous-estimer. Roland Bouchard était le genre de gars qui semblait être né avec une clé à molette à la main et en train de réparer une transmission. Il parlait à peine, ne souriait jamais à moins que quelqu'un ne tombe d'une échelle, et même là, juste un petit sourire en coin, et croyait que la caféine était pour les faibles. Chaque matin, il buvait du café noir qui sentait la terre brûlée et la gomme à la menthe.
Puis il aboyait des instructions comme « ça doit être en haut » ou « ne meurs pas aujourd'hui ». La première semaine sous ses ordres fut humiliante. J'ai appris que mes mains de diplômé en technologie n'étaient pas faites pour le travail manuel. J'ai eu ma première ampoule 20 minutes après avoir tenu un marteau et ma seconde en essayant de chercher sur Google comment traiter la première. Chaque nuit, je m'effondrais à l'arrière de ma voiture, suant la sueur et l'angoisse existentielle. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne tournais pas en rond. Je ne pleurais pas en lisant des courriels de rejet d'emploi ou en me demandant si mon titre LinkedIn avait l'air désespéré. J'apprenais quelque chose de réel, quelque chose que je pouvais sentir dans ma colonne vertébrale, mes épaules et mes genoux. C'était laid, épuisant et totalement inconnu. Et j'adorais ça. Il n'y avait pas de faux enthousiasme ici. Pas de mots à la mode de start-up. Pas de réunion matinale où il fallait faire semblant qu'un PowerPoint sur les entonnoirs de croissance avait changé votre vie. Juste du bois, des clous, du bruit et des résultats. J'ai installé ma première porte en solo un mardi. Roland a regardé sans dire un mot, puis m'a tendu une bouteille de Gatorade tiède et a marmonné « Tu ne l'as pas foiré ». Venant de lui, c'était une ovation. Mes mains ont cessé de faire des ampoules et ont commencé à se couvrir de cale. Je portais un mètre ruban partout comme si j'étais né avec à ma ceinture. J'ai même commencé à dormir avec moins de tension, ce qui est un grand pas quand votre matelas est un sweat à capuche pliée et un tapis de yoga sur la banquette arrière d'une Volvo. 3 semaines plus tard, Roland m'a tendu un presse-papier avec une adresse et a dit « C'est toi qui mènes ça ». Mes sourcils se sont levés. Moi. Tu n'es plus complètement inutile, grognatait-il. Appelle ça une promotion. J'ai regardé le presse-papier et j'ai figé. L'adresse, 314 Allée des Roches. Je l'ai relu. Mon cœur a bondi dans mes bottes parce que le 316 Allée des Roches, la maison juste à côté, appartenait à nul autre que Denise Dubois. Ma mère buveuse de kombucha et collectionneuse de tapis de yoga. Ça va, demanda Roland. Oui, dis-je lentement. Juste surpris. Tu es allergique au quartier ou quoi? Non, ai-je marmonné, juste émotionnellement marqué par lui. Il haussa les épaules. Bon, ne saigne pas sur le placo. L'endroit est un désastre. C'était un euphémisme. Je suis arrivé le lendemain matin à 6h42, essayant de ne pas hyperventiler. C'était là. Le 314 Allée des Roches, revêtement écaillé, une gouttière tenue par du ruban adhésif, une pelouse qui semblait avoir poussé en friche depuis l'administration du pont. Et juste à côté, comme prévu, la maison de ma mère se tenait dans un état parfait comme sur Pinterest. Rosiers alignés, carillons éoliens. Un panneau de porche indiquant « La gratitude habite ici ». Ce qui me semblait de plus en plus ironique. Je suis sorti, j'ai essayé de ne pas trop y penser, et j'ai traîné ma boîte à outils à l'intérieur, mais pas avant de jeter un coup d'œil à sa fenêtre de salon, juste une seconde. Je savais qu'elle me verrait ou me verrait bientôt. Je n'avais pas besoin de confirmation. Le travail fut brutal. La cuisine avait de la moisissure. Les carreaux de la salle de bain étaient tenus par la prière. J'ai vidé les placards avec le genre de vengeance que l'on ne peut invoquer qu'après des années de rage refoulée et de messages de thérapie sans parfum. Et pourtant, ça faisait du bien. Mieux que du bien. Parce que j'étais là, à faire quelque chose d'utile. À quelques pas de la personne qui avait dit un jour, ce n'est pas une œuvre de charité. Maintenant, c'était moi qui avais le presse-papier. Et elle était sur le point d'assister au spectacle de sa vie. Dès la 2e semaine de travail au 314 Allée des Roches, le quartier avait officiellement remarqué. Cela a commencé par de longs regards des promeneurs de chiens. Puis sont venus les passages en voiture, des minivans qui roulaient lentement, dont les conducteurs découvraient soudain que leur clignotant ne fonctionnait pas pendant qu'ils me regardaient transporter du bois de construction sur la pelouse comme si j'étais dans une émission de rénovation que personne n'avait demandé. Et puis est venue la vraie joie. Danielle, 65 ans, une institutrice à la retraite avec une hanche en titane et une paire de jumelles de qualité télescopique. Elle vivait de l'autre côté de la rue et savait tout avant que cela n'arrive. Si un raton laveur clignait sur votre toit, Danielle envoyait un SMS à quelqu'un à ce sujet. Elle est venue un matin, tandis que j'arrachais le plancher, les mains sur les hanches, les yeux plissés. Vous réparez cet endroit. J'ai essuyé mon front. À moins que quelqu'un d'autre n'ait volé mes outils et ne l'ait fait secrètement pendant la nuit. Elle renifla.
Pas mal pour un gamin. Quel âge avez-vous, 25, 29? Toujours un gamin. Quel est le plan? Le revendre rapidement, le louer, le vendre à ces jeunes branchés avec le food truck? J'ai haussé les épaules. Je le répare juste. Je travaille pour les services à domicile Bouchard. Oh, le gars de Roland. C'était ce que j'étais devenu. Le gars de Roland. Ça aurait pu être pire. Elle se pencha, conspiratrice. Vous connaissez la femme d'à côté? Mon cœur a manqué un battement. Vous voulez dire Denise? Denise? Oui. Un peu froide, celle-là. Toujours à faire de grands saluts comme si elle se présentait à la mairie. J'ai mordu ma langue si fort que j'ai failli me fêler une molaire. Elle vous observe, vous savez, ajouta Daniel. Ah oui? Est sortie sur son porche hier, faisant semblant d'arroser la même plante pendant 20 minutes. Cette fougère est morte depuis Pâques. Bien sûr, elle regardait. Bien sûr, elle savait. L'idée que moi, son fils chômeur et rejeté, brandissait maintenant un marteau à une limite de propriété de ses rosiers lui donnait probablement des plaques partout sur le corps. Mais le meilleur, ce n'était même pas le rebondissement. Ça est venu 2 jours plus tard quand Roland est arrivé à midi avec un Coca Light et une enveloppe Kraft scellée. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Documents officiels, dit-il, appuyé contre le cadre de la porte comme s'il faisait ce genre de choses tout le temps. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une copie de l'acte de propriété et une fiche de vente. La maison était à vendre en privé. Roland m'a tendu le prix griffonné sur un post-it. C'était bas, pas un prix à brader, mais plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Je connais les propriétaires, dit-il. Divorce difficile. Ils veulent juste que ça disparaisse. J'ai levé les yeux. Vous m'offrez quoi? La première option. Il haussa les épaules. Tu as travaillé comme un acharné. Tu es là. Tu connais maintenant la maison mieux que personne. Je me suis dit que je te le ferais savoir avant que les agents immobiliers ne commencent à rôder. J'ai regardé le chiffre. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas bon marché. Pas pour quelqu'un qui se brossait encore le plâtre de ses chaussettes à la salle de sport. Mais ce n'était pas impossible non plus, surtout avec les économies que j'avais pu mettre de côté avant d'être licencié et les chèques de paie réguliers de Roland qui commençaient à arriver. Tu penses que je pourrais y arriver? Ai-je demandé doucement. Roland m'a regardé dans les yeux. Tu n'es plus le même gars qui est venu demander comment tenir un marteau. Si tu la veux, vas-y. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans ma voiture. Je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté allongé dans la pièce principale de la maison à rénover que je rénovais et achetais peut-être, fixant le plafond, imaginant à quoi elle ressemblerait peinte, meublée et habitée. La mienne. Et si je l'achetais, cela ferait de moi le voisin de ma mère. La vente a été conclue un jeudi. Juste comme ça, j'étais propriétaire. Un propriétaire avec des documents hypothécaires, des factures de services publics et le devoir sacré d'apprendre à réinitialiser un tableau électrique sans m'électrocuter. Je n'ai rien dit à personne. Ni à Roland, ni à Daniel, certainement pas à maman. Je voulais qu'elle le voie, pas qu'elle l'apprenne par les jumelles de Daniel ou un fil de discussion de l'association de quartier. Je voulais qu'elle ouvre sa porte d'entrée un jour et me voie. Non pas debout sur son porche à demander de l'aide, mais déchargeant un cadre de lit, une table à manger en kit et une vie que j'avais construite sans elle. Alors, j'ai attendu, j'ai eu les clés, j'ai tout signé et j'ai planifié la livraison. Samedi matin, 8h15 précise. Le camion de déménagement a grondé le long de l'allée des Roches comme un éléphant endormi en mission. Je portais un sweat à capuche délavé des services à domicile Bouchard, un jean avec des taches de peinture fraîche, et un sourire qui aurait pu alimenter un petit village. Je n'ai pas frappé à sa porte. Je n'en avais pas besoin. Elle est sortie d'elle-même, attirée par le son du chaos des cartons, tenant son smoothie vert habituel et portant un gilet en lin comme si elle jouait dans une publicité pour la stabilité de banlieue. Ses yeux se sont posés sur le camion, puis sur la maison, puis sur moi. J'ai salué de façon très désinvolte, comme si je revenais de Monoprix. Bonjour, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'emménage. Tu commences ça, tu emménages.
J'ai soulevé un carton étiqueté « Cuisine » de l'arrière du camion. J'ai fait une bonne affaire. L'endroit avait besoin de travail. Mais, coup de chance, je connais un gars. Théo, dit-elle en s'avançant. C'est à côté. Oui. Elle a regardé la maison comme si elle l'avait trahi. Pourquoi voudrais-tu vivre ici? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai posé le carton et j'ai essuyé mes mains. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, parce que le trajet est court et la vue intéressante. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Silence. On aurait dit que je lui avais dit que j'avais acheté un bunker dans son vide sanitaire. C'est ridicule, marmonna-t-elle. Tu ne peux pas juste pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je pensais que tu ne gérais pas une œuvre de charité, ai-je dit sans sourire. Sa mâchoire s'est serrée. Tu n'as pas besoin d'être sarcastique, Théo. Le sarcasme, c'est gratuit, ai-je dit. Contrairement à ta chambre d'amis. Les déménageurs déchargeaient mon canapé, celui que j'avais trouvé sur le bon coin et recouvert d'une couverture qui ne correspondait à rien, mais me donnait l'impression de gagner. Une lampe de seconde main a suivi, puis une plante dont je ne savais pas comment m'occuper, mais avec laquelle j'avais créé un lien lors d'un achat impulsif en caisse. Chaque objet qu'il transportait était une petite déclaration. Je suis toujours là. J'ai trouvé une solution et je n'ai pas eu besoin de ta permission parfumée au kombucha. Elle est restée sur son porche, les bras croisés, les lèvres pincées comme si elle goûtait quelque chose d'amer. Tu sais que les gens vont parler. Laisse-les, ai-je dit. Ils le font toujours. Puis je me suis retourné vers la maison. Ma maison, celle que j'avais rénovée, gagnée et sur laquelle je venais de verser un acompte sans un seul appel à la ligne d'urgence de maman. Et à ce moment-là, entouré de papier bulle, de cartons cabossés et des échos de son silence, j'ai réalisé quelque chose. Elle ne m'avait pas mis à la porte. Elle avait mis en scène. Et maintenant, je volais la vedette. Il n'a pas fallu longtemps pour que le moulin à rumeurs du quartier s'emballe. Dès lundi matin, Danielle, la mère officieuse de l'allée des Roches, était déjà sur mon porche avec un plateau de brownies qui sentait les brûlures de congélation et une curiosité passive. « Tu l'as vraiment acheté ?» dit-elle, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule comme si elle s'attendait à voir un matelas sur le sol et une boîte de tristesse dans un coin. « Clé et hypothèque ?» ai-je répondu, soulevant l'un des brownies comme si c'était une preuve. « Et apparemment des pâtisseries. » Elle se pencha légèrement. « Ta mère a beaucoup été au téléphone. Elle a dit à Carole que tu l'avais stratégiquement piégée. » J'ai levé un sourcil. Je ne savais pas qu'on pouvait piéger quelqu'un avec un acompte. Daniel a souri. Je n'ai pas dit que ça avait du sens. Apparemment, mon existence était devenue le drame principal de la semaine. J'étais le rebondissement que personne n'avait vu venir. Maman, dans ses cercles, avait toujours joué le rôle de la matriarche gracieuse. Yoga, plantes d'intérieur, conseils non sollicités sur les graines de chia. Maintenant, elle était la femme dont le fils au chômage avait emménagé à côté comme un véritable scénario d'une série Netflix de second rang. Elle n'a rien dit pendant 3 jours et puis les saluts ont commencé. D'abord, c'était décontracté, d'aller à aller. Un sourire rapide et une main qui battait comme pour dire « on va bien ». Tout va bien. Puis sont venues les sorties de poubelles stratégiquement chronométrées, juste au moment où je partais. Les vérifications du courrier, par hasard. Elle est sortie une fois à 7h30 du matin dans une robe de soie et des sandales, tenant un plant de basilic en pot comme si elle était dans une publicité européenne pour la paix intérieure. Et puis, un samedi, elle est venue sans y être invitée, tenant une plante grasse dans un pot en céramique où était écrit, en cursif, « Grandis à travers ce que tu traverses ». Je pensais que tu aimerais quelque chose de vert pour le rebord de la fenêtre, dit-elle. J'ai regardé la plante, puis elle, puis de nouveau la plante. Tu sais que je n'ai pas 12 ans, n'est-ce pas? Elle a ri un peu trop fort. C'est juste un petit cadeau de crémaillère. Merci, ai-je dit, en m'écartant pour la laisser entrer, plus par réflexe que par générosité. Elle a regardé autour d'elle, les yeux scannant les meubles modestes, la peinture, les cartons à moitié déballés. Et je jure que son nez a frémi comme si elle voulait approuver, mais ne pouvait pas se résoudre à admettre que j'avais fait quelque chose de fonctionnel. Tu en as vraiment fait un foyer, dit-elle, touchant une lampe comme si elle pouvait la juger. Oui. Il y eut un silence gênant.
Elle s'éclaircit la gorge. Écoute, Théo, je sais que les choses ont été tendues. J'ai incliné la tête. C'est comme ça qu'on appelle ça? Elle m'a donné cette moue classique de Denise Dubois. Celle qui précédait généralement une leçon ou un conseil de carrière non sollicité. Je dis juste que nous devrions peut-être aller de l'avant. Je me suis appuyé contre le comptoir. Bien sûr, tant que tu sais que je ne reviendrai pas. Cela a fait mouche. Elle a cligné des yeux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu voulais juste me laisser devant ta porte sans endroit où dormir. Totalement différent. Elle a bougé. Tu semblais avoir besoin d'apprendre quelque chose. Il s'avère que ce dont j'avais besoin, ai-je dit. C'était d'une chance et d'une clé à douille. Et de Roland Bouchard. Son sourire s'est légèrement fissuré. Je suis fier de toi, Théo. Ça a presque marché. Presque. Mais cela n'a pas effacé les jours où j'ai dormi dans une voiture. La piqûre d'un appel téléphonique qui s'est terminé par « ce n'est pas une œuvre de charité ». Ou les semaines de silence qui ont suivi. Alors, j'ai souri poliment, j'ai pris la plante et j'ai dit « merci pour la plante grasse ». Puis, j'ai ouvert le couvercle de la poubelle derrière moi et je l'ai jeté sans rompre le contact visuel. Elle a fixé. J'ai fixé en retour, puis j'ai fermé la porte. Pas de cri, pas de drame, juste un geste simple et net qui disait exactement ce que je voulais, cette porte ne s'ouvre que pour ceux qui me veulent ici. Je n'ai pas organisé de fête pour prouver quoi que ce soit. D'accord, c'est vrai à 70% seulement. J'ai organisé une fête pour célébrer mon emménagement dans ma première maison. Oui, mais je mentirais si je disais que je n'avais pas positionné le barbecue dans le jardin de devant spécifiquement pour être visible depuis le salon de ma mère. Juste un rappel décontracté, parfaitement cadré, que je n'avais pas seulement survécu. J'avais passé un niveau, les pinces à barbecue à la main. C'était simple. Juste quelques amis, quelques chaises pliantes et une enceinte Bluetooth qui avaient à peine survécu au grand déversement de bière de 2018. J'ai emprunté un barbecue à Roland. J'aime, mon ancienne collègue, a apporté des boissons. Derek, mon ami de la salle de sport, est arrivé avec 20 hot dogs et absolument pas de pain, puis a passé le reste de la journée à tout transformer en une occasion de karaoké. À 17h, il y avait de la musique, des burgers qui grésillaient et tout le jardin de devant ressemblait à une fête de quartier sponsorisée par un magasin de bricolage. Et comme une éclipse sur laquelle on peut régler sa montre, elle est arrivée. Ma mère, Denise Dubois, dans une robe fleurie qui criait « Je n'étais pas au courant, mais je suis venue préparer quand même ». Portant un plateau de carrés au citron végétalien comme s'ils étaient des branches d'olivier saupoudrées de sucre glace. La musique a baissé alors qu'elle traversait la pelouse. La conversation a ralenti. Mes amis se sont tournés poliment, souriant. Certains d'entre eux connaissaient déjà l'histoire. D'autres supposaient simplement qu'elle était là pour l'ambiance. Théo, dit-elle avec cette voix douce, celle qui disait « Je ne suis pas fâchée, je fais juste semblant d'être compréhensible maintenant. » J'ai apporté quelque chose. Elle a tendu le plateau comme un sacrement. Je n'ai pas bougé pour le prendre. Je ne savais pas que tu venais, ai-je dit sans ciller. Je vis juste à côté, a-t-elle répondu avec un léger rire. Difficile à rater. Ce n'était pas une réponse, mais j'ai laissé passer. J'aime, toujours la conciliatrice, s'est avancée et a pris un carré au citron. Ils ont l'air délicieux. Recette de famille, dit-elle d'une voix douce. J'ai cligné des yeux. Elle n'avait rien fait cuire pour moi depuis le collège. Cette recette de famille venait probablement de Pinterest ou d'une boîte étiquetée « quasi bio ». Elle a regardé autour d'elle. C'est charmant. Je ne savais pas que tu avais autant d'amis. J'ai perçu la pointe dans ce commentaire. Derek aussi, qui m'a lancé un coup d'œil rapide et a enfoncé un hot-dog dans sa bouche avant de dire quelque chose de regrettable. Puis elle s'est avancée légèrement, sa voix s'élevant juste assez pour s'adresser au groupe. Je veux juste dire à quel point je suis fier de Théo. Ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Il a travaillé dur, tout reconstruit à partir de zéro. Tout le monde n'a pas ce genre de force. Tout le monde a souri poliment. Quelqu'un a applaudi. Je crois que c'était Daniel. Et juste comme ça, la parole lui était donnée. La matriarche. Denise,
la mère solidaire qui avait élevé un battant. Sauf qu'elle ne l'avait pas fait. Elle n'avait pas rappelé ce soir-là. Elle n'avait pas envoyé de SMS. Elle n'avait même pas offert une couverture. Et maintenant, elle était là, livrant un discours de clôture comme si elle avait sponsorisé toute la tournée de mon retour. Je me suis éclairci la gorge et j'ai levé mon gobelet en plastique rouge. À ceux qui ont vraiment pris des nouvelles, qui ne sont pas seulement apparus quand la musique jouait et que la limonade était fraîche. Ceux qui ont cru en moi quand j'étais en sueur, fauché et couvert de plâtre. J'ai souri. Santé. Silence. Un long moment gênant. Puis Derek a applaudi bruyamment. Un de ces « ouais » enthousiastes. Et tout le monde a suivi. Maman a gardé son sourire, mais il avait des fissures maintenant. Elle a regardé ses carrés au citron comme si elle allait les reprendre. Au lieu de cela, elle les a posés sur la table, a épousseté des miettes imaginaires de ses mains et s'est excusée. Elle est partie après 15 minutes, a dit quelque chose à propos de la préparation de son plan de repas pour lundi, et est retournée de l'autre côté de la pelouse comme un politicien en retraite dont la campagne venait de faire naufrage. On a remis la musique. Quelqu'un m'a jeté un kit de S'more. J'aime à demander si j'allais bien. J'ai dit, mieux que jamais. Et pour la première fois, je le pensais, car elle pouvait apparaître avec des desserts, des discours ou l'approbation du public. Mais elle ne pouvait pas réécrire ce qui s'était déjà passé. Et elle ne pouvait pas toucher à ce que j'avais construit sans elle. Une semaine après le barbecue, j'ai reçu une lettre, pas un courriel, pas un SMS, une vraie lettre timbrée et manuscrite de ma mère. Elle était posée sur mon paillasson, juste au-dessus du tapis de bienvenue que j'avais acheté chez Carrefour. Celui qui disait « Pas de mauvaise onde, s'il vous plaît ». Je suis resté là une seconde, juste à la regarder. Puis je l'ai prise à l'intérieur, je me suis fait un café et je l'ai ouverte. À l'intérieur, un seul paragraphe. Je sais que les choses entre nous n'ont pas été parfaites. Je ne suis toujours pas d'accord avec la façon dont tu as géré tout cela, mais je respecte que tu aies tracé ta propre voie. J'espère qu'un jour nous pourrons parler de tout cela. Maman. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de « je suis désolé de t'avoir laissé dans ta voiture ». Pas de « j'aurais dû être là ». Juste un jour. Un jour. Le genre de mot que les gens utilisent quand ils veulent encore contrôler le timing. Quand ils n'ont pas encore tout à fait réalisé qu'ils avaient déjà manqué le moment. J'ai posé la lettre et j'ai regardé autour de mon salon. Les murs étaient encore à moitié peints. Mon canapé avait un ressort qui faisait un bruit bizarre quand on s'asseyait trop fort sur le côté gauche. Je n'avais pas encore trouvé comment réparer le robinet qui fuyait, mais c'était chez moi. Chaque imperfection, chaque coin que j'avais rapiécé, chaque plancher qui grinçait me rappelait le chemin parcouru depuis que je dormais à l'arrière d'une Volvo avec un sweat à capuche comme oreiller et un CV plein de regrets. Je ne lui ai pas répondu. Non pas parce que je la détestais. Non. Juste parce que je n'en avais plus besoin. Je l'ai vue quelques jours plus tard. Elle arrosait ses plantes sur le porche, évitant le contact visuel, mais certainement consciente que je me tenais près de la clôture, sirotant un café et regardant le soleil éclairer le côté de la rue. Elle a levé les yeux. J'ai acquiescé. Elle a acquiescé en retour. C'était suffisant. Parfois, la guérison ne ressemble pas à « je suis désolé ». Parfois, elle ressemble au bruissement des cartons de déménagement, au cliquetis des outils à la ceinture, ou à la musique assourdie d'une playlist de barbecue résonnant à travers une pelouse. Parfois, c'est juste le silence, un silence paisible et mérité. Plus tard cette semaine-là, Roland est passé. Il a regardé les lieux, a donné un seul signe d'approbation et a dit « Eh bien, bon sang, tu vis ici maintenant ». J'ai souri. Oui. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, une carte de visite, design minimaliste noir et blanc. Mon nom en dessous, chef de projet, service Bouchard. Tu l'as mérité, dit-il. Les clients t'aiment bien. Tu as compris maintenant. J'ai regardé la carte pendant longtemps. Non pas à cause du titre. Mais parce que pour une fois, quelqu'un me voyait et me donnait ce que j'avais passé des années à mendier. Une vraie chance. Pas de pitié, pas de permission, juste de la confiance. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu sur mon porche. Le même que j'avais aidé à reconstruire.
Les carillons éoliens du Porsche de ma mère tintent faiblement au loin. Je sirotais ma tasse ébréchée. Pas celle de contrôle plus alt plus supre. Une nouvelle. Celle-ci disait, propriété du type qui a trouvé la solution. Quoi qu'il en soit, j'ai souri et pour une fois, je n'ai pas regardé la maison d'à côté.